Là, je crois que le plus intéressant, c'est de voir vos questions et de voir comment ils sont répondus. Moi, j'avais quand même une petite question sur... c'est pas une petite question, c'est une question immense, mais effectivement, on voit ces apprentissages par renforcement. J'avais envie de vous poser la question de la conscience, ou de revenir sur la conscience. Est-ce que vous avez vu, vous qui êtes des gens qui travaillent là-dessus, vous avez une vue, est-ce que ça impacte votre notion de ce que peut être la conscience, ce que peut être la différence entre voir, finalement regarder et agir d'une façon consciente et réagir par rapport aux choses, voilà, où peut éventuellement la frontière se situer et quelles sont les questions de tarte à la crème face au vrai sujet. Alors la question de la conscience fait 30 ans que l'info, c'est pour ça que je la trouve un peu tarte à la crème, parce que je serais le dernier à dire que les machines sont conscientes aujourd'hui, et je pense que c'est même pas un bon débat. Je peux pas démontrer que vous soyez conscient. Hein. Je prétends que vous soyez conscient, je présume que vous êtes conscient, parce que vous avez un comportement qui témoigne d'une certaine conscience, mais j'ai pas les moyens. C'est la conscience, c'est une expérience subjective, et je pense que la science est limitée à ce qu'elle peut... Mais on a des machines qui... ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans la problématique de la conscience, c'est un peu la différence que j'ai fait entre les deux IA, c'est-à-dire qu'on a des machines qui résonnent d'une manière qui est très semblable à ce que nous, nos mécanismes de raisonnement, quand nous sommes conscients. D'ailleurs, quand on joue aux échecs, il y a vraiment deux types d'intelligence. D'ailleurs, Kasparov l'a très bien expliqué dans un de ses récits. Il dit, quand il va jouer très très vite, vous avez vu ça, des parties d'échecs comme ça, où il voit simplement le jeu, puis directement, il sait le coup qu'il doit faire, il pense pas, il n'a pas besoin de penser, ça se fait très très rapidement. Alors ça, c'est du domaine de l'inconscient, c'est-à-dire que le cerveau, de par ses structures parallèles, peut emmagasiner des tonnes de parties, et de la même manière que quand on reconnaît un visage, on n'a pas de conscience, on le fait inconsciemment. Si je suis sûr que la prochaine fois que je vous verrai dans la rue, je vais vous reconnaître, ça ne demande aucune conscience. Okay, c'est un processus qui est enfoui dans les structures synaptiques, etc. Mais de temps en temps, on est obligé de raisonner. Alors ce qui est extraordinaire, c'est de se demander pourquoi, d'ailleurs il y a un prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman, dont je vous conseille le bouquin, qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Système 1 et Système 2, les psychologues et les économistes adoreront, parce que c'est vraiment un être remarquable, où il explique ces deux processus cognitifs, et il dit que le premier, qui est le processus de raisonnement, hein, donc Kasparov lui-même, de temps en temps, il est bloqué et il va se mettre à réfléchir. Et quand il réfléchit, il fait comme cet arbre-là dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'il dit, attends, je vais peut-être faire ça, et Deep Blue, hein, son adversaire le plus prestigieux pour l'instant, on va faire ça, et on peut se demander pourquoi est-ce qu'à un certain moment, Kasparov est obligé de réfléchir. Qu'est-ce qui fait que tout n'est pas qu'automatisme? Donc nous avons deux systèmes cognitifs, il y en a un qui est conscient, qui est la pensée sérielle, qui est celle qu'on met en œuvre quand on résout des théorèmes, quand je suis venu ici, je me suis dit, bon, à quelle heure je dois arriver pour être à l'heure, ça c'est de la planification, et tout ça c'est très conscient. Puis dès qu'on est au volant de la voiture, il y a un tas de choses qu'on fait inconsciemment. Et l'IA aujourd'hui a fait les deux, c'est-à-dire que historiquement l'IA s'est intéressée au processus conscient parce qu'on avait l'impression que l'intelligence nécessitait la conscience. C'est pour ça qu'on a attaqué, on n'a pas attaqué par... Enfin, il y a eu des réseaux de neurones dans les années 50, et puis on a dit on arrête parce que ça c'est pas l'intelligence. Les réseaux de neurones, c'est les animaux, c'est la noble partie de notre cortex, c'est cette partie consciente, c'est quand on pense, quand on réfléchit, et le premier logiciel d'intelligence artificielle s'est appelé General Problem Solving, GPS. On résolvait des problèmes. Et reconnaître un visage, c'est pas résoudre un problème. Alors jouer aux échecs, c'est résoudre un problème jusqu'à un certain point. Quand vous commencez, quand vous débutez, vous résolvez un problème. Après, il y a beaucoup d'automatisme. Et donc il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Ça, c'est intéressant. La machine, elle parfois... Alors maintenant, pour revenir à votre question, je passerai la parole à la mienne. De l'intérieur, est-ce que les machines sont conscientes? Pour moi, c'est un non-problème. C'est un non-problème, c'est d'ailleurs un non-problème pour les hommes, c'est un non-problème pour les animaux, puisqu'on ne sait pas bien montrer. Et je pense qu'un jour, simplement, on va avoir des habitudes avec les machines qui seront en fonction de ce qu'elles produisent. On n'aura pas envie d'enlever la prise à une machine qui nous est devenue extrêmement utile, de la même manière que les animaux sont devenus tellement proches que, voilà, on a changé nos lois, parce qu'on s'est convaincu, je pense qu'on a eu raison de se convaincre que les animaux sont conscients. Et je pense que demain, on aura ce même genre de débat, quand les robots auront un tel comportement. Moi, je serais toujours convaincu qu'ils ne sont pas conscients, qu'ils ne sont pas émus, qu'ils n'ont rien, mais on va quand même hésiter à enlever la prise. Voilà. J'ai peu de choses à ajouter sur ce que tu viens de dire. Moi, je pense que ce débat conscience, non conscience, je pense que c'est finalement un
débat. Je pense qu'on surestime parfois un peu ce qu'est la conscience humaine et l'importance de la conscience humaine. Déjà, on nous donne conscience, on attribue une conscience finalement qu'à l'être humain. Bon, la théorie de l'évolution est passée par là. Donc à partir de quelle limite, singe conscient, pas conscient, serpent conscient, pas conscient, une fourmi consciente, pas consciente, je ne sais pas. Moi, je vois plus que... c'est un peu froid, peut-être la manière de décrire ça, mais dans la théorie de l'évolution, je pense que c'est un mécanisme supplémentaire qui a apparu, qui a permis à une espèce d'avoir finalement le dessus sur d'autres espèces. Je me limiterai à ça. Ça aurait pu être une belle paire de griffes aussi. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que la machine rentre dans le domaine de l'émotion? C'est le même problème. C'est-à-dire que quand, je me rappelle, je dois raconter cette anecdote, il y a 20 ans, je travaillais en collaboration avec Sony, c'était à l'époque où ils faisaient l'Aibo, vous savez, le petit chien, là, maintenant la boutique a beaucoup progressé, j'avais ramené ce petit chien chez moi. Et en fait, cet Aibo, bon, moi je sais de quoi il est fait, j'avais plus ou moins compris comment il était programmé. J'avais un petit garçon qui avait, à l'époque, il avait 5-6 ans, je peux vous dire qu'il s'est beaucoup amusé avec l'Aibo. Et puis un jour, il l'a amené en classe, et parce que l'Aibo devait faire une démonstration, et l'Aibo n'a rien fait. Il est resté comme ça, toute sa classe était tétanisée, ce professeur était très déçu, l'Aibo ne bougeait pas. Et alors, bon, la meilleure façon d'expliquer ce qui se passait, c'est qu'il était furieux, que l'Aibo n'avait pas envie de se mettre en scène, etc. Donc tous les enfants sont partis déçus, la prof m'a regardé, parce que moi qui avais amené l'Aibo, la prof m'a regardé d'un air menaçant, mon gamin pleurait, c'était une catastrophe, etc. Et au moment où toute la classe voulait sortir de la salle, l'Aibo s'est levé et a commencé à gesticuler, etc. Et donc tout le monde a dit, mais enfin il a fait exprès. Donc tout ça a été programmé d'une certaine manière. On a pu programmer l'ennui, on a pu programmer une certaine forme de joie. Quand vous le caressiez, l'Aibo remuait la queue. Vous pouvez le caresser là, l'Aibo remuait la queue. Quand on jouait trop longtemps avec la balle, l'Aibo s'ennuyait, etc. Donc pour de l'extérieur, il est clair que ça t'avait ressentir un tas de trucs. Il était joyeux, il s'ennuyait, etc. Pour mon gosse, c'était une évidence. C'est comment pouvait-on en douter? Parce que le comportement était tellement parfait. Et donc c'est de nouveau, vous voyez, le tout problème que vous posez la conscience et les émotions, c'est un problème très difficile parce que on est, comme moi je disais à mon gosse, mais moi je ne suis pas à la place de l'Aibo. Vous savez, il y a un philosophe américain qui est très célèbre, qui a écrit un article qui a fait couler beaucoup dans la philosophie, qui s'appelle What's Like to be a Bat. En français, qu'est-ce que cela fait d'une chauve-souris? En fait, ce que le philosophe disait, c'est qu'on n'est jamais capable de vivre une expérience subjective, on n'a que la nôtre. Et donc, on sait tout de la chauve-souris, on sait comment elle capte, vous savez, les ultrasons, etc. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce que cela fait d'être une chauve-souris? Qu'est-ce que ressent une chauve-souris quand elle capte les ultrasons, etc. Et je pense que ça reste un vrai problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, de l'extérieur, objectivement, savoir ce qui se passe de l'intérieur. Il est possible que l'Aibo ressentait plein de choses. Et je ne pouvais pas démontrer à mon fils que c'était faux. Moi, je le lui disais, mais c'était un acte de foi. Pour mon gamin, il avait un tel comportement, et pour tous les enfants de la classe aussi. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que quand les machines auront des comportements de plus en plus, je dirais, confondables avec des personnes émues, quand les machines seront tristes, quand les machines seront joyeuses, pourquoi on les rendra comme ça? On peut se le demander, parce qu'il faudra se demander pourquoi est-ce qu'il faudra que les machines soient tristes, joyeuses, etc. Sans doute pour leur convivialité. Eh bien, c'est sûr que la meilleure manière de se comporter avec ces machines, ce sera de leur attribuer ces émotions. Ça sera là, parce que nous attribuons les émotions. Quand vous faites un visage triste, etc., la meilleure manière d'expliquer votre visage triste, c'est de dire vous êtes triste. C'est pas de dire qu'il y a un programme qui déclenche vos yeux, votre nez, etc. Non, la meilleure manière d'expliquer votre comportement, c'est de dire vous êtes vraiment triste, vous ressentez de la tristesse de l'intérieur. Ben, ça sera pareil avec les machines. C'est-à-dire que le jour où les machines auront un air triste, on dira elle est triste. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionnera avec les machines. Merci. Vous avez expliqué d'une part qu'il y avait l'intelligence artificielle qui pensait, quelque part, et vous avez expliqué les neurones au niveau du cerveau, parler de 10 ans, de l'évolution de tous les animaux, et l'homme en fait partie. Et quelque part, c'est ce que Stephen Hawking disait finalement, c'est que cette machine pourrait devenir et remplacer l'être humain parce qu'elle aurait les mêmes capacités au niveau du cerveau. Je fais la comparaison avec
quelque chose qu'on appelle souvent la loi de Moore, mais qui n'est pas une loi au sens strict, et on envisage, on est déjà au niveau de la souris, au niveau des ordinateurs les plus puissants, et ce serait pour 2023 au niveau du cerveau humain. Et puis vous dites que la conscience est quelque chose de subjectif. Alors j'aurais tendance à vous poser la question de savoir c'est quoi pour vous la conscience? C'est comme l'intelligence artificielle. Et deuxièmement, quelque part, puisque vous dites que en répondant au niveau des émotions, moi je ne sais pas dire si votre visage vous êtes ému parce que vous ressentez les choses différemment de moi. Donc quelque part, est-ce qu'on n'est pas devant une capacité d'avoir des robots qui demain pourront véritablement réfléchir et anticiper les choses comme le fait l'être humain, puisqu'on ne sait pas dire ce qui se passe. Et je irai même plus loin. Quand vous parlez de la peur vis-à-vis des robots tueurs, est-ce que finalement, vous ne répondez pas avec un rejet de la main sur la conscience, parce que vous avez peur de découvrir qu'en réalité, la machine peut être consciente un jour? Il y a beaucoup de questions dans vos questions. Il y a beaucoup de sous-questions et pas mal de... Alors, pour essayer de dissocier les choses, je ne passerai pas le micro à la mienne. Je pense que le problème de la conscience ne dépend pas des performances de nos systèmes aujourd'hui. C'est-à-dire que même les systèmes, même ELISA, si vous voulez, pour rappeler ce petit logiciel, on pouvait se demander si ELISA était conscient. C'est-à-dire que même quelque chose de très simple, Aibo, dont le programme est assez simple, on pouvait déjà se demander si Aibo était conscient ou pas. D'ailleurs, c'est sûr que plus la machine va être performante, etc., plus elle va avoir tendance à faire des choses comme nous, mais pas forcément, parce que sans doute elle fera même des choses beaucoup mieux que nous. On n'a pas forcément besoin, vous savez que l'homme n'est pas la meilleure inspiration. L'ingénieur peut très très bien se passer d'être humain pour faire des choses. C'est une source d'inspiration comme beaucoup d'autres. D'ailleurs, les animaux sont souvent devenus des très très fortes sources d'inspiration, la nature aussi. Donc l'homme est une des sources d'inspiration. Donc c'est vrai que quand on fera des robots qui font de plus en plus de choses comme nous, on se posera de plus en plus souvent la question de la conscience, etc. Mais sincèrement, je pense que les réponses qu'on proposera à l'époque sont exactement des réponses qu'on pourrait proposer ici. Ça sera des réponses très pratiques, je le répète. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la meilleure manière d'interagir avec ces machines, ça sera de leur attribuer les mêmes types je dirais, de sensations subjectives, de vécus subjectifs que nous ressentons. Parce que quand moi j'interagis avec vous, c'est ma logique. C'est-à-dire je pense que vous ressentez ce que je ressens. C'est ma meilleure manière d'interagir avec vous. Si vous pleurez, que je vous file une baffe, vous allez me dire il est cruel. Mais c'est parce que je ne prends pas, parce que vous pourriez dire mais non, je suis sûr qu'il faim. Mais non, c'est pas comme ça. C'est parce que si vous pleurez, c'est parce que je pense que vous êtes profondément ému, etc. Vous avez une vraie émotion. J'ai plutôt envie de vous réconforter qu'autre chose. Et donc, je pense que ça sera pareil avec les machines. Mais déjà aujourd'hui, vous avez des machines qui posent ce genre de problématique. Le Japon s'interroge beaucoup avec les robots qui accompagnent les vieilles personnes. Vous savez que c'est une société qui est très en avance en matière de robots. Et on essaie, c'est une des raisons pour lesquelles on essaie de les rendre. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir cette exposition au Quai Branly, parce qu'il y a un roboticien japonais qui réfléchit sur l'apparence des robots. Parce qu'en fait, il semblerait que quand les robots sont trop apparents, sont trop comme nous, on a tendance à moins leur attribuer d'empathie, de gentillesse, etc. Donc il y a un creux, il y a une espèce de zone qu'il ne faut pas franchir. Les robots doivent rester très robots pour qu'on ait une vraie envie d'interagir avec eux. S'ils viennent trop humains, mais qu'on sait que c'est des robots, on est très perturbé. Alors maintenant, l'histoire de singularité, Damien en a très bien parlé à la fin de son talk. Moi, je pense qu'on fait de mieux en mieux. C'est vrai qu'on fait des choses aujourd'hui qu'on n'arrivait pas à faire il y a quelques années. Les prévisions en matière de Go, c'est vrai que tout dépend. Damien a mis le doigt sur plusieurs choses. D'abord, pourquoi est-ce qu'on gagne au Go à un certain moment? Il faut voir qu'il y a 100 personnes qui peuvent à un moment travailler. Il y a toute la puissance de calcul de Google. Ça, c'est quand même des clusters extraordinairement. Donc, vous savez que, prenez par exemple, que ce soit le Go ou le jeu d'échecs, si on a une puissance de calcul infinie, ces jeux, c'est évident qu'on peut gagner, puisque si vous prenez même un arbre, vous pouvez aller jusqu'à la fin des parties. Et donc, avec une puissance de calcul infinie, mais on a des puissances de calcul maintenant exceptionnelles. Vous savez qu'un ordinateur, c'est déjà la nanoseconde, hein, on est dans le monde du milliardième de seconde. Quand vous mettez des milliards d'ordinateurs, hein, 1 milliard par 1 milliard, donc en une seconde, on fait 10 puissance 18 opérations, quoi. Donc notre cerveau, je me disais, une des grandes différences qu'il y a entre le cerveau humain et le cerveau machine,
c'est qu'un signal pour circuler d'un axome à l'autre, enfin un signal pour circuler à travers un neurone, il met une milliseconde, c'est-à-dire que nos cerveaux fonctionnent de l'ordre de la milliseconde. Les signaux communiquent. Nous, on a des réseaux de neurones qui fonctionnent dans le domaine de la nanoseconde. Et quand vous en mettez des milliards, vous voyez, donc on a depuis très longtemps réalisé des machines qui sont beaucoup plus puissantes que les cerveaux humains. Moi, j'aimerais bien ajouter un point par rapport à votre question. C'est vrai qu'on parle d'intelligence artificielle, on l'oppose toujours à une notion d'humanité. Hein, et quand on parle d'humanité, l'humanité chez quelqu'un, qu'est-ce qu'on pense? La solidarité, l'empathie, la capacité de comprendre la tristesse de quelqu'un. C'est vraiment des notions d'humanité un peu universelles. Mais quand on réfléchit bien, pourquoi est-ce que ces notions d'humanité sont là, ou étaient en fait un peu codées en dur chez les personnes? Parce que c'est ces notions d'humanité qui définissent, qui permettent la création d'un tissu social, que les êtres humains puissent interagir, coexister les uns avec les autres, construire des sociétés de manière harmonieuse. Donc la question qu'il faut se poser, si à un moment donné il y a une course entre machine et une intelligence artificielle et un être humain, c'est est-ce que l'intelligence artificielle a besoin en fait de cette notion d'humanité en fait pour pouvoir évoluer? Est-ce qu'elle ne peut pas être une seule et unique entité qui sait tout faire? Les êtres humains n'ont pas su, ils étaient biologiquement limités, on va dire les animaux, et pour gagner en fait monter en fait dans la pyramide des espèces, ils ont appris ces qualités-là, ils ont évolué vers là. Peut-être que l'intelligence artificielle n'en a absolument pas besoin. Donc, encore une fois, la notion d'humanité, moi je la vois comme un processus évolutif dont un ordinateur n'a pas besoin parce qu'il peut exister tout seul. Mais il n'y a pas nécessairement corrélation entre conscience et action intelligente, puisque si on pratique les arts martiaux, on sait qu'il y a un deuxième cerveau qui est confirmé par la médecine scientifique. Le réseau de neurones que nous avons au niveau du hara est énorme et permet des actions au dixième de seconde qui ne seraient pas permises si elles passaient par le niveau conscient qui est beaucoup plus lent qu'il y a d'autres avantages, mais c'est pas la même chose. Tout à fait. D'ailleurs, la question que vous posez, c'est une nouvelle recherche en intelligence artificielle que Damien a montré, que quand j'ai essayé de montrer la bifurcation qu'il y avait actuellement en intelligence artificielle, on favorise une intelligence artificielle très inconsciente. C'est-à-dire que la conscience est un frein, et même les êtres humains fonctionnent souvent mieux dans le domaine de l'inconscient. Donc on est maintenant en train de... C'est-à-dire que, par exemple, les linguistes disent, pour comprendre, c'est bien d'avoir des milliards de textes, et puis petit à petit, on apprend à faire de la traduction simplement sur base d'exemples. Décortiquer comme ça la traduction, essayer d'en extraire la syntaxe, la sémantique, etc., c'est la science de la linguistique, mais c'est pas forcément ça qui va faire un outil de traduction. Et donc, c'est assez surprenant, et j'ai beaucoup de chercheurs de mon âge en intelligence artificielle qui sont un peu décontenancés parce qu'ils disent, mais on ne sert plus à rien. Puisqu'on nous bypass, on nous court-circuite, Google nous court-circuite avec son machine learning, son big data, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pris le soin de dire, vous savez, qu'il reste encore une science qui sont les sciences cognitives, qui sont les sciences de l'homme, comprendre comment l'homme fonctionne, mais c'est plus nécessairement une voie royale pour faire des ordinateurs qui font comme l'homme, mais pas comme l'homme au sens des processus intérieurs, comme l'homme au sens des performances et des comportements. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma conférence en disant Turing, c'est pas prononcé, il a dit je veux une machine qui vous bluffe, mais je me fous de savoir la manière dont elle fonctionne, et sans doute qu'elle ne fonctionnera pas du tout comme vous. À quelle fin négative peut être utilisée l'intelligence artificielle? Donc, quel danger ça peut amener? Parce que là, on parle principalement des côtés positifs, mais je pense qu'il peut y avoir de réels dangers. Et quels sont-ils? Lesquels? Dites-nous un peu les craintes que vous avez. Je vous pose la question. mais est-ce que dans l'ambiance, là, il y a des craintes qui nous viennent à l'esprit C'est pas dit que ça peut menacer le droit. Oui, c'est la question que moi c'est en fait l'impact social. Bien sûr. C'est-à-dire si l'intelligence artificielle entre dans le domaine des entreprises et du fonctionnement de la société, où est la place de l'homme? C'est un petit peu comment fait-on avec un taux de chômage de 50% au milieu structurel?
enfin, il y a des boulots qui sont en voie d'extinction. Je pense que le boulot de conducteur de poids lourd, de chauffeur de taxi, c'est des boulots en voie d'extinction. Des boulots qui peuvent être automatisés. On ne parle pas ici d'une période, à mon avis, 30 ans. La voiture intelligente, je pense à un déploiement massif avant 2025 pour ce genre de véhicule. Voilà, quelqu'un qui commence comme chauffeur routier maintenant, à mon avis, ne terminera pas sa carrière comme chauffeur routier. Et moi, je vois mal des autres boulots que la société pourrait recréer. Enfin, si vous remplacez si on perd les chauffeurs routiers ou les chauffeurs de taxi en Belgique, c'est aussi une question de formation de ces personnes-là. Elles travailleraient dans quoi d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Enfin, je pense que le vrai challenge avec cette montée de l'intelligence artificielle et l'automatisation de tous les process, hein, c'est plus de process qui sont automatisés. C'est un problème qu'on connaît quand même depuis pas mal de temps dans nos sociétés. Et nos sociétés qui vont devoir se réorganiser complètement en fonction de telle invention, y compris retravailler sur tous les mécanismes de répartition de richesse. A priori, si la société s'entend bien, ça ne peut être que bien pour tout le monde. Il est peut-être passé le reste peut-être tous aller en vacances toute l'année, sans problème, manger 3 fois par jour au restaurant, tout pourrait être permis. Tout dépend de la manière dont on répartit les richesses. Oui, je suis assez d'accord. Il y a des boulots qui, en tout cas, quand on parle à des gens qui pronostiquent, c'est des boulots qui risquent quand même de réchapper, si vous voulez, sur en tout cas le moyen terme. C'est des boulots, bon, par exemple, tout ce qui est dans le social, la sociabilité, parce que comme Damien l'avait dit, mais je pense que les machines, d'ailleurs, elles n'ont pas tout à fait intérêt à sociabiliser, on voit pas forcément. Et donc, c'est quand même un registre qui demande une certaine humanité, qui demande une certaine intelligence. Tous ces boulots-là, dont on parle d'intelligence émotionnelle, c'est quand on différencie l'intelligence émotionnelle de l'intelligence rationnelle, puis les Américains aiment bien faire ça, différencier le IQ de l'IQ. Je pense que le IQ est encore une chasse gardée de l'être humain. Il n'y a pas de vraie raison d'ailleurs d'inculquer. Bon. Donc le social, tout ce qui demande un contact, bon, c'est le boulot d'ailleurs qu'on essaye déjà de plus en plus de valoriser au détriment d'autres travaux. Il y a un bouquin que je vous conseille de lire sur ce qui s'appelle, vient d'être traduit en français, il existe en américain en anglais depuis quelques années, c'est le deuxième âge des machines. Et il fait un tableau à 4 colonnes sur les automatismes, la créativité, je ne sais plus très bien comment il fait, et puis il montre une progression sur quels boulots vont disparaître. Donc c'est sûr que les boulots à forte dose de répétition et d'automatisme, comme la conduite, ou les boulots même cognitifs, qui sont des actions très répétitives, des espèces d'algorithmes, des choses très algorithmisables, c'est les premiers menacés. Mais il y a quand même encore beaucoup de boulots qui sont cognitifs et qui sont, je dirais, physiques, sensorimoteurs, mais qui demandent encore des qualités. Donc, on va encore résister quelques années. Alors après, c'est très difficile de savoir combien de temps on va résister. C'est avec les Japonais, ça c'est un autre challenge qui se sont mis, c'est la meilleure équipe de football. Voilà. J'aime bien ce challenge parce que moi j'avais des étudiants qui avaient participé à la RoboCup, qui est cette partie, vous savez, les robots jouent au football contre les robots. Et les Japonais prévoient, je crois, dans l'horizon 2025, la meilleure équipe de football serait une équipe de robots. Et donc, le challenge existe. Et on voit les progrès, on voit ces petits joueurs, un peu j'ai beaucoup avec les Nao. Si vous voulez, j'ai des films, je peux vous montrer ça. Même vous pouvez aller sur YouTube et voir les premières équipes robotiques. C'est assez rigolo, mais ça progresse. Donc, il n'est pas évident que d'ici 10-15 ans, quand on regarde la Coupe du Monde, vous verrez une équipe de robots déférés sur le terrain. Et donc, les limites sont appelées, il n'y a pas de limite. Je pense qu'il n'y a aucune limite à l'invasion des automatismes et des machines. C'est très difficile de faire des projections. Et donc, on peut tout à fait imaginer, comme disait Damien, un futur sans plus aucun besoin d'hommes pour la productivité, et que toute la productivité soit remplacée par des machines, toute la gestion, et que nous ne sommes plus résignés qu'à une société de loisirs. Et là, c'est sûr qu'il va falloir des gouvernants et pour pouvoir optimiser ce type de société, puisque le boulot a d'autres fonctions que aussi produire. On va avoir un degré de mortalité énorme. De dépression. Ah ben oui, il y aura plus de boulot, il y aura plus de contact, il y aura plus de ci et là. Non, le contact, il y aura. Le contact, il y aura. Non, entre vous. Les gens font des loisirs ensemble. Ça sera s'il vous plaît.
sur l'équipe de foot robotisée, hein, parce que ce sera des compétitions entre des robots, travailler en fait sur des problèmes très structurés, comme les équipes de foot robotisées. Donc c'est toujours des équipes qui sont en compétition les unes avec les autres. Ça fait énormément avancer la technologie, ça fera énormément avancer la robotique et l'intelligence artificielle. C'est comme maintenant, on parle de la Formule 1 électrique. Ça va faire énormément avancer tout ce qui est techno en véhicule électrique. Donc la compétition comme ça qu'on parle de robots, je pense qu'elle est nette. C'est un moteur essentiel de l'évolution technologique. On a appris beaucoup. Vous avez peur de la disparition du travail pour les êtres humains, c'est ça? Parce que vous limitez le bien-être à la fonction productive. Non. Non, mais la sociale, je vois pas pourquoi ça disparaît. Par rapport à l'intérêt, je pense en fait c'est la mauvaise question en fait, à se poser. Je pense en fait qu'un pays, un continent qui ne maîtrise pas cette technologie, qui n'a pas une industrie forte en intelligence artificielle, est amené plus ou moins à se ringardiser par rapport au pays. Donc la notion de choix, hein, en tout cas pour l'Europe, pour un pays comme la Belgique, par rapport au développement de telles technologies, elle n'existe même pas. Parce que si c'est un non-choix, c'est un choix non par rapport à ce genre de technologie-là, ce seront des pays qui seront ringardisés totalement sur la scène internationale. Et puis avec tout ce qui se passe, vous tombez sous l'influence d'un autre, et finalement ce genre de technologies-là sont quand même adoptées. Donc ça on le sait bien, hein, depuis la nuit des temps, les nations font un peu des courses technologiques qui se fait dépasser par de l'autre, se fait envahir. Hein. Il ne faudrait pas que ces technologies se concentrent dans la main de quelques-uns comme c'est en train de se produire. Donc moi par exemple... Mais risque de dériver sur le clonage. Alors ça c'est un autre problème. Mais il y a un Anglais qui a écrit un bouquin sur les inégalités qui s'appelle Atkinson, qui en bouquin disait qu'une des premières manières de contrer les inégalités, c'est de réorienter, si vous voulez, le développement technologique, que les technologies soient, je dirais, attentives aux emplois humains. Parce que c'est vrai que la disparition des emplois, le problème d'aujourd'hui, c'est pas tellement que les emplois disparaissent, c'est déjà un problème, mais qu'en fait, la richesse que ces emplois fournissaient est récupérée dans les mains de quelques acteurs, on les connaît, les Google, les Apple, etc., qui sont en train de concentrer un savoir-faire. Donc ça, c'est assez préoccupant, parce que c'est même pas dans les mains des gouvernements, c'est dans les mains des sociétés privées, même la médecine, puisque moi j'ai travaillé sur des projets qui étaient, je vous ai parlé du clonage, on est en train de séquencer, vous savez, Google a lancé une bibliothèque du génome humain, 23andMe, c'est la fameuse Serge Brun, qui capture tout le génome humain. Donc en fait, Google va avoir une connaissance, non seulement une connaissance encyclopédique sur, je dirais, les technologies, mais aussi une connaissance de tous les génomes. Donc avec vous imaginez, si le génome est à la base, enfin, atteint des acteurs importants dans l'évolution de la santé, la puissance que Google est en train d'accaparer dans tous les domaines de nos vies. Et ça, c'est très préoccupant. C'est-à-dire que clairement, moi, ça m'effraie que cette capacité de remplacer les travailleurs humains soit vraiment phagocytée par quelques acteurs privés. Et là, les gouvernements ont un rôle très très important à jouer pour redistribuer, et si pourtant qu'ils peuvent le faire, quand on voit comme Google, Apple et Facebook, etc., réussissent à contourner tout ce qui est taxation. Et je sais que là, ce qui est extraordinaire, c'est que la Commission européenne a puni Google par atteinte à la vie privée, et ils étaient très très contents parce que je crois que l'amende sur 10 années de viol de la vie privée, c'est 150 000 €. Google fait des 40 milliards d'euros, je crois, ça prend. Donc on est très très mal armé pour lutter contre cette puissance actuelle. Alors Google a beau dire we are not devil, ça paraît. Mais c'est des jeunes, ce qui moi m'impressionne sincèrement, puisque je fais de l'informatique depuis très longtemps, c'est la jeunesse de ces gens. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que les gens aient la maturité suffisante, la morale et l'éthique suffisante pour, ils ont beau dire pas qu'ils veulent, ils foncent quoi. C'est des gens qui foncent pour la performance, pour l'argent, etc. Et donc les gouvernants, on est un peu, en plus on dépend d'eux maintenant, puisque c'est eux qui possèdent toute cette information. Les processus sécuritaires, on devient très tributaire d'eux, les processus de santé. Et donc, moi j'ai envie de dire que, il faut vraiment qu'on continue à servir, c'est-à-dire qu'on forme des informaticiens. Et donc, moi je me bats, sachez-le, si vous voulez s'associer à ce combat pour qu'il y ait de l'informatique dans le secondaire, dans nos écoles. Ça fait 20 ans, 30 ans que j'ai ce combat et que j'aboutis pas. Les Flamands l'ont compris, ils commencent à le faire, mais en Belgique francophone, déjà former les informaticiens, parce que c'est quand même une source un vivier d'emploi considérable, donc il faut être un peu armé, c'est-à-dire connaître ces technologies, savoir les maîtriser.
Et puis, un peu comprendre l'évolution du monde et faire très attention. Alors, il y a des choses intéressantes qui se passent, et je vais finir. Et puis, par exemple, il y a un bouquin que je vous conseille de lire qui s'appelle sur le blockchain, vous savez, le bitcoin, la monnaie virtuelle, etc. Qu'il y a des gens qui disent maintenant on va proposer des alternatives aux moteurs de recherche, à l'UBR, etc., sous forme de vrais réseaux, vrais distribués, vraie décentralisation. Parce que le problème, c'est quand vous avez 2 ou 3 acteurs qui capitalisent. Pourquoi Google est devenu aussi extraordinaire, c'est qu'il a fallu un moteur de recherche pour fouiller le web. Et une fois que vous aviez cet outil pour faire de la recherche, cet outil performant, vous aviez une puissance extraordinaire, vous deveniez une sirène incontournable dans le monde du web, tout le monde devait passer par vous. Google devient le passage obligé. Et donc quand vous êtes à un carrefour où tout le monde passe et que ce carrefour prend un péage, ouais, vous imaginez la quantité d'argent que Google se fait. Mais si vous redistribuez cette fonction, comme le fait le Bitcoin, c'est-à-dire le Bitcoin dit on se débarrasse des banques, il y a des chercheurs, il y a des penseurs qui sont en train de se débrouiller pour que toutes ces performances que Google, etc., la voiture automatique, Uber, etc., soient redistribuées sur un réseau et que ça ne soit plus une source de richesse extraordinaire qui serait phagocytée, monopolisée par 2 ou 3 acteurs. Il faut suivre, il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer. Je ne pense pas que Google soit la fin de l'histoire en matière de technologie. Il y a un domaine que vous n'avez fait qu'effleurer, c'est le domaine militaire. Les Américains possèdent une quantité énorme de drones tueurs. Bon, rien ne les empêche demain, eux comme d'éventuels concurrents, d'en fabriquer de nombreuses flottes et on pourrait assister à une guerre mondiale entre drones. D'ailleurs, les mêmes Américains, les fabricants, se posent la question de savoir s'il faut continuer, par exemple, de fabriquer des avions de chasse avec des pilotes. Les programmes actuellement ont tendance à être réduits à cause de ça. Oui, bah, je pense que l'avion de chasse est une technologie avec pilote, une technologie démodée. Maintenant, dans la majorité des drones qui sont utilisés par les Américains, par exemple, dans toutes ces guerres au Moyen-Orient, il y a toujours un pilote. Hein. Il n'est pas dans l'avion, il est quelque part en Floride, en Californie. Donc ça implique aussi qu'il y a une vulnérabilité du drone par rapport au canal de communication entre le pilote et le drone. Donc c'est vrai que vous avez envie de les rendre aussi plus intelligents, ces drones-là, autonomes, pour éviter cette vulnérabilité par rapport au canal de communication. Maintenant, si vous regardez Google, bon, ils ont aussi racheté récemment Boston Dynamics, hein, c'est une compagnie qui fait des robots pour l'armée américaine. Effectivement, on voit bien que la tentation de combiner une technologie DeepMind avec une technologie robotique Boston Dynamics est immense. Je voudrais rajouter un dernier point. Tout le monde aurait pu penser en fait que la recherche en intelligence artificielle et les succès monstrueux auraient été faits dans des laboratoires secrets de l'armée américaine. En fait, ça n'a jamais été le cas. Ils n'ont jamais été capables finalement de venir avec, pour moi, des développements que Google a fait. Il faut revenir, enfin, c'est un peu l'ironie de l'histoire que ce développement-là a été fait grâce à des publicités pour de la poudre à lessiver. C'est vraiment ça. Je pense que ce qui a un peu changé vraiment l'intelligence artificielle, l'évolution de ce domaine, c'est ça. C'est la publicité sur le web. Ça a été le mécanisme pour financer ces laboratoires immenses et ces infrastructures immenses. Il y a quand même beaucoup aussi parce que la DARPA est quand même pas négligeable. Nous, on a quand même beaucoup de sollicitations à la rue. Donc en fait, l'armée est quand même aux États-Unis un acteur pas négligeable, pas chez eux, tu as raison, ils ne font pas chez eux, mais ils financent énormément. Donc le possible partenariat entre Boston Dynamics et l'armée américaine, d'ailleurs il y a des choses que tu peux voir sur des vidéos sur YouTube. 50% du budget mondial. Non, je pense que l'armée est quand même un acteur considérable dans la... Depuis toujours, hein, Internet c'est l'armée, il y a pas mal de choses que l'armée américaine a toujours financées. Alors c'est sûr qu'après le business a pris aussi le relais, mais sur les armes, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui est en train de se passer, c'est qu'on va vers, et ça revient un peu à la fin de ma présentation, c'est qu'on clairement on va vers une autonomisation croissante des armes. Pas de raison qu'on ne le fasse pas, d'autant plus que beaucoup de militaires disent que les armes se comportent de manière plus éthique que les soldats humains. J'ai vu des conférences comme ça, des conférences de robotique, où les roboticiens disaient vaut mieux mettre des drones parce qu'ils font moins d'erreurs. Donc ils vont tuer moins de victimes collatérales. Donc en gros, c'est de la statistique, si on fait donc l'autonomisation est en voie, est en marche. D'ailleurs, il faut savoir que pour les drones, il y a un film d'ailleurs qui le montre assez bien, sorti il y a 2 ans,
pendant tout un temps, avant d'exécuter quelqu'un, donc c'est vrai qu'il y avait encore quelqu'un en commande, et avant d'exécuter quelqu'un, il fallait passer par la Maison Blanche. C'est-à-dire qu'il fallait identifier la personne. Il fallait l'identifier, vraiment, dire je crois avoir repéré un tel, et il y avait une liste noire que la Maison Blanche tenait, et on disait, bon, celui-là, on va l'exécuter. Et puis après, les programmes ont évolué, et on exécutait non plus maintenant sur base de l'identification, mais sur base du profil. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était plus nécessaire d'identifier la personne pour l'exécuter, il suffisait qu'elle apparaisse ou qu'elle ressemble à un terroriste. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des algorithmes d'apprentissage qui différenciaient les potentiels terroristes. Et donc là, le programme disait, à mon avis, celui-là, je le liquiderais bien. Et donc, et il fallait encore demander l'avis de la Maison Blanche. Il fallait dire, bon, là, le programme nous dit qu'on le liquide, tu sais qui c'est, non, mais délite sa gueule, si vous voulez. Quoi. Bon. Et donc, on l'éliminait. Maintenant, en Israël et en Corée, sur la frontière, on sait, parce que les drones sont totalement automatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'avoir l'accord de qui que ce soit. Si le drone est capable de suspecter un terroriste, bon, avoir le feu vert ou pas, c'est-à-dire qu'il y a encore quelqu'un pour appuyer sur la gâchette, si de toute façon... Donc maintenant, les États-Unis sont encore un peu réticents, mais les Israéliens sur les frontières que vous savez, et les Coréens, ont déjà décidé, donc c'est depuis pas très longtemps, c'est une des raisons d'ailleurs, parce que vous lisez de plus en plus dans la presse maintenant les articles, est-ce qu'on peut laisser les drones tuer tout seuls? Ces articles sortent maintenant parce qu'on se rend compte que de fait, les drones prennent la décision tout seuls. Ils ont un programme qui leur dit c'est un terroriste, tu l'exécutes. Et ça, c'est quand même très, très, très problématique, parce qu'il me semble que la responsabilité ultime, qui est la responsabilité létale, de là à la confier à une machine non seulement autonome, mais en plus qu'on ne sait pas trop sur quelle base elle prend ses décisions, parce que c'est le résultat d'un grand machine learning, parce qu'il a brassé des tonnes d'informations. Personne ne sait vraiment très bien pourquoi il a identifié comme terroriste, puisque la machine ne répond plus de ses actes. Ça devient très très préoccupant. Et la parade de tous ces militaires et la parade de Google quand il fait la Google Card, c'est nous faisons moins de victimes. Nous faisons moins de victimes. La Google Card, statistiquement, elle est plus fiable. Et donc, ce que Google dit, parce que j'ai discuté avec des gens chez Google, ils disent, écoutez, c'est vrai qu'un jour, la Google Card va écraser quelqu'un. Le drone va peut-être tuer une victime collatérale, etc. C'est vrai, mais il n'y a plus de responsabilité possible. On ne mettra plus personne devant les tribunaux, il n'y a plus de... Qu'est-ce qu'on va faire? On fait ce qu'on fait aujourd'hui en médecine, quand il y a un accident de médecine, on dédommage. La Google Card, Google est déjà prêt à dédommager des victimes de... Parce que de toute façon, statistiquement, ils ont raison, ils conduiront plus prudemment que les autres. Mais comme il n'y a plus de responsable, puisqu'on ne va pas mettre Larry Page en prison si la Google Car écrase un malheureux passant, on va dédommager. Donc il y aura des caisses d'assurance et Google dédommagera les victimes. Et en armée, ça pareil. S'il y a une victime qui a été... Si un drone exécute un camp de protégés ou un hôpital militaire, on dédommagera. Mais ça arrivera moins que les vrais militaires. Vous allez citer Israël, ils sont de la pointe de la recherche en matière de drone. C'est la pointe. À travers les discussions, on a vu qu'il y avait un enjeu de pouvoir. Finalement, c'était le gros challenge de l'intelligence artificielle, un peu l'homme contre l'homme. Est-ce qu'il y a des alternatives à ces géants, on appelle Google, Amazon? Est-ce qu'il y a des alternatives que, en Europe, on va dire plus prudemment, qui pourraient un petit peu nous rassurer pour dire que le pouvoir n'est pas trop concentré? Moi, quand j'ai un chercheur qui est extraordinaire, il y en a un tous les 4-5 ans, son rêve c'est de finir chez Google, évidemment. Et c'est très difficile de le retenir. Vous savez que c'est pas facile d'entrer chez Google, parce qu'il y a une succession de tests, etc. Mais il va faire tout ce qu'il faut, et puis je ne vais pas l'en décourager. Enfin, même à titre de générosité, je ne vois pas pourquoi, s'il a les moyens d'aller travailler chez Google, en plus, dès qu'on fait quelque chose de bien, Google rachète. Donc le rêve de beaucoup de sociétés, dans mon labo, il y a une société qui fait de la génétique, son rêve c'est d'être racheté par Google, donc on en est là maintenant. Hein. Donc de trouver des opposants, bien sûr il y a encore beaucoup de choses qui se font dans les labos de recherche, mais ils prennent quand même beaucoup d'avance sur pas mal de... Les Américains déjà en matière de technologie de l'intelligence artificielle ont toujours été à l'avance, hein, bien sûr pas si mauvais, mais ils sont quand même un peu meilleurs que nous, ils ont les universités, vous savez, l'ULG ou l'ULB, c'est quand même pas Harvard, Stanford ou Berkeley. Et puis il y a un partenariat aussi entreprise-université qui est beaucoup plus... Donc c'est quand même très difficile de résister, d'autant que nos meilleurs chercheurs maintenant, ils ont une mobilité qu'on n'avait pas moi à mon époque, je n'étais pas aussi mobile qu'eux. Maintenant ils ont la possibilité d'aller dans ces universités, d'aller chez Google. Donc c'est très difficile de s'opposer à ces géants. Je
je pense, pour revenir à ce que tu avais dit précédemment, ce qu'il faut, c'est vraiment créer une culture. Enfin, il va y avoir des changements profonds dans la manière où les programmes d'éducation nationale sont conçus, et apprendre aux jeunes à coder, je pense déjà dès l'école primaire, ils ont rénové et créé, j'ai envie de dire, des armées d'informaticiens, beaucoup trop pour qu'ils puissent tous être absorbés par Google et qui développent leurs propres entreprises en Belgique dans ce secteur-là. Moi, je pense que les mathématiques, telles qu'elles sont enseignées en rénové, sont un peu obsolètes. Elles ne prennent pas en compte que l'informatique est arrivée. Donc, il faut vraiment revoir ces programmes d'enseignement avant 18 ans pour créer cette culture informatique forte. Et c'est le meilleur moyen, à mon avis, de garder une indépendance par rapport à ces géants-là, c'est travailler sur l'éducation dès l'âge de 6 ans. Bien, il y a plusieurs choses qui ont été dites et je voulais revenir, puisque je suis spécialisé dans tout ce qui touche à la mondialisation et à la communication, et je l'analyse au niveau de la science politique, donc il est clair que vous avez parlé du pouvoir et des décisions du pouvoir pour pouvoir éventuellement réglementer tout cela, mais j'ai entendu un de vos collègues, M. Friedman, qui est philosophe du droit de l'ULB, et je dis la même chose que lui. La mondialisation est inéluctable et les États sont appelés à disparaître, car ce sont les multinationales qui deviennent les puissances d'aujourd'hui et encore plus de demain. Et les États disparaîtront le jour où il n'y aura même plus besoin de mettre en concurrence ces États et où il n'y aura plus de règles possibles. Alors je ne comprends pas, ou si je comprends trop bien, mais malheureusement, l'être humain, et j'interpelle un peu ici l'ensemble du public, parce que je bouillonne en entendant tout cela, je ne comprends pas pourquoi l'Europe est en train de reculer, alors qu'elle devrait se construire, et on l'a dit, les Américains sont certainement en avance. Vous parlez de Google, il est clair que ces grandes multinationales, en fait c'est le GAFA pour être clair, sont devenues maintenant bien plus puissantes encore que les compagnies pétrolières, bien plus puissantes, elles sont américaines, il y a des accords très clairs entre le pouvoir politique américain, et si les Américains restent number one dans le monde entier, c'est peut-être parce qu'ils développent un empire non territorial, alors que nous sommes toujours pratiquement dans l'ancien régime, avec nos empires territoriaux, ou nos nationalités qui sont complètement dépassées. Cet aspect-là des choses pourrait permettre à l'Europe d'éventuellement associer ses forces pour contrebalancer et obliger quelque part les pouvoirs politiques de grande puissance de dire stop parce qu'il y a un contre-pouvoir. Durant la guerre froide, c'était l'opposition URSS-États-Unis sur la guerre nucléaire. Aujourd'hui, il n'y a plus rien face aux États-Unis, sauf peut-être demain la Chine, qui est déjà là, mais soit dit en passant, je ne vais pas faire un cours, mais je pourrais vous expliquer pourquoi elle est encore loin de battre les États-Unis. C'est un vrai, c'est un rival. Non, je ne dis pas, c'est mes compétences, moi là, je me dépasse un petit peu. Je pense que ces grosses sociétés-là, comme Google, Facebook, on a connu d'autres avant. Il y a eu MySpace, il y a une dizaine d'années, on pensait qu'elles allaient durer pour toujours. IBM a quand même pensé que ça allait être le roi absolu de l'informatique pendant un siècle. Ça peut changer en fait assez vite dans ce secteur. Et finalement, ce que Google a fait quand vous regardez son équivalent chinois, il l'a fait assez rapidement et assez facilement. Donc, ok, c'est certainement des compagnies très fortes, mais ces technologies sur lesquelles elles se sont basées, ben, ça fait un peu populaire quand même comme technologie. Hein. Pour moi, c'est pas impossible qu'à un moment donné, elles perdent leur leadership. Prenons la société Apple. Elle a été montée croissante dans les années 90, elle a remonté. On voit bien que c'est une société, il y a 2-3 ans, on aurait pensé qu'elle allait rester pour toujours avec beaucoup plus d'argent que Google, qu'Amazon, qu'IBM. Et on sent que cette société-là, ben, elle est menacée maintenant, plus que jamais, par des Huawei et tous les on va dire, les Sud-Coréens. Donc ça peut changer très très vite dans ce domaine-là. Et ce que je vois quand même, c'est que la dynamique
est plus forte, la dynamique d'évolution est plus rapide du côté de l'Asie que même des États-Unis pour l'instant. Il y a une manière de résister que les informaticiens apprécient beaucoup, c'est l'open source, c'est le développement communautaire, donc quand je racontais l'histoire de la blockchain, qui est quand même une source de menace pour le système bancaire, bon, pour l'instant c'est un petit poussé, mais il a tout pour devenir un grand. Et donc le jour où la blockchain, il n'y a plus de... Vous savez, par définition, c'est totalement décentralisé. Donc justement, on empêche les acteurs majeurs d'essayer de phagocyter, d'accaparer par les commissions des transitions, etc. Et donc on peut imaginer, il y a des gens qui travaillent là-dessus, d'essayer de se débarrasser de ces monstres que sont les Google, de Facebook, etc., de trouver des alternatives et qui empêcheraient justement un enrichissement, comme on l'a vu, parce que d'un coup il y a eu une concentration de richesses, bon, donc Google en a profité, mais on peut, l'histoire n'est pas finie. Alors après, ce que vous dites au plan géopolitique, ça va encore plus loin. C'est sûr qu'une fois qu'il y a des acteurs comme Google, il y a des alliances qui sont faites avec, on le sait bien. Je ne sais pas tout à fait, là vraiment ça sort de mon domaine de compétences. Il y a tout un mouvement américain, autour d'ailleurs du petit-fils de Milton Friedman, qui sont en train d'imaginer un monde régi par des algorithmes. Donc plus par je sais que j'en ai beaucoup parlé avec Benoît, c'est une littérature très sérieuse, hein, la gouvernance algorithmique, donc les ordinateurs seraient comme ça, si vous voulez, d'une certaine manière, la Google Car, c'est un peu le début de ça, il n'y a plus besoin de code de la route, puisque les voitures sont totalement... donc si vous prenez le code de la route, et vous prenez la Google Car supprime le code de la route. Okay, donc c'est une forme de nouvelle manière de légiférer, il n'y a plus besoin de législation, parce que la Google Car ne connaîtra plus l'impair, parce qu'il n'y a pas besoin, les algorithmes intègrent. Donc il y en a qui vont beaucoup plus loin. Et donc, vous êtes, par Nicolas Friedman, c'est des conversations que vous avez déjà avec lui, d'un monde qui serait régi non plus par le politique, totalement mondialisé, mais qui serait régi par des algorithmes qui nous empêcheraient de nous comporter mal. Un monde idéal, donc nous aurions nos libertés, c'est même le droit entrave nos libertés, les algorithmes entraveraient nos libertés, mais d'une manière qui ne serait pas récupérable par des politiques, parce que le danger, ce sont les politiques. Ça, c'est de la science-fiction, mais il y a beaucoup de gens qui écrivent là-dessus. Il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, c'est l'aspect financier chez Google. Ces moyens financiers sont démentiels. On n'a jamais vu, sur la surface de cette planète, une société qui possède autant d'argent. Et cet argent est utilisé pour racheter des startups de façon absolument illimitée. Donc, ces startups viennent irriguer le cœur de Google, ce que ne peuvent pas faire d'autres sociétés, alors que le rachat de start-up, c'est devenu une façon de progresser pour toutes les sociétés, toutes les grandes sociétés pétrolières et autres. Hein. On achète des start-up pour avancer plus vite que par les services intérieurs de recherche. En fait, quand on regarde Google, Apple fait beaucoup plus d'argent que Google. Et si on regarde même le chiffre d'affaires des compagnies comme Google, par exemple, et des compagnies actives dans le domaine de l'énergie, parfois c'est même pas énorme. Donc, on les voit arriver très vite. Je pense qu'elles sont très puissantes parce qu'elles arrivent vraiment très rapidement dans votre vie. Hein. Vous les voyez, elles construisent des produits phares. Moi, je ne suis pas sûr qu'elles sont aussi solides que ça. Je pense que leur force de développement au départ, hein, comme vous l'avez mentionné, c'est aussi un public très jeune, un staff très très jeune au début, qui n'a pas de famille. Hein. C'est des college kids qui sortent de Stanford et qui travaillent tout le temps. Ils sont mis dans des conditions aussi chez Google pour travailler tout le temps. J'en connais quand même plusieurs des ingénieurs de Google qui, après un certain temps, ont été dégoûtés en fait, de ce système-là. Donc, fait vieillir aussi. Il va avoir un staff qui va commencer à vieillir et assurer le même dynamisme comme ça, la même créativité, c'est très très difficile. Vous allez me dire, ok, les vieux vont partir, être remplacés par des jeunes, mais alors c'est moins enthousiasmant pour les jeunes, ils font de la maintenance de code. Moi j'en connais beaucoup maintenant. L'exemple, c'est Microsoft. Microsoft, donc c'est en train de vieillir. Oui, qui a su vieillir. Oui, qui a des problèmes, mais qui a quand même su se maintenir encore bien, mais qui a des problèmes aussi. Et moi, je vois maintenant chez Google, c'est aussi une question de rémunération, ils sont bien payés, mais c'est plus la génération qui rentrait vers, on va dire, 2003, 2004, 2005, qui avait des stock options et qui devenaient riches. Riches, 10, 20, 30 millions de dollars après une dizaine d'années. Ça n'existe plus, cette génération-là.
Donc maintenant, les jeunes, comme ça, enfin, oui, ils veulent aller chez Google, mais pas trop. Après un certain temps chez Google, ils rêvent de construire leur start-up qui n'est plus chez Google. Donc le fait de garder ce talent, de le motiver, enfin, qui vieillisse entre guillemets bien dans la compagnie, c'est très très challenging. Hein. C'est comme si vous aviez un pays, vous n'aviez que des gens à un moment donné qui ont entre 22 et 40 ans dans le pays et qui sont tous super bien formés. C'est une bombe économique à ce pays-là. Et une compagnie, ça peut être vu aussi quand c'est gros comme ça, comme un pays, il faut manager tout ce staff-là. Et ça, parfois, ça grève vraiment le dynamisme de ces compagnies-là et ça peut les faire plonger. Je peux revenir un instant à la biologie, répandre, généraliser les ordinateurs à l'école, c'est très bien, mais il y a maintenant un certain nombre d'enfants qui, déjà à l'école primaire, sont atteints de DMLA, c'est-à-dire dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'était normal pour 60 ans, 70 ans, etc. Ça ne l'est pas quand on a 10 ans. Donc, en généralisant les ordinateurs, il faut aussi généraliser la protection de la vue. Oui, je vais vous surprendre. Donc, en fait, Steve Jobs n'a jamais inscrit ses enfants dans une école avec des ordinateurs. En revanche, il exigeait qu'il y ait des cours d'algorithmique. Donc, en fait, moi, je ne suis pas du tout... Ça fait 30 ans que je parle avec des gouvernants en région wallonne, etc. Et alors, je leur dis qu'il faudrait qu'il y ait des cours d'algorithmique, de programmation. Et ils me rétorquent que c'est systématique, ils me rétorquent, ben regardez, maintenant on a équipé les écoles de tablettes, d'ordinateurs, tout le monde a un ordinateur, tout le monde a des tablettes, etc. Je dis, vous n'avez rien compris, ça fait 30 ans que vous ne comprenez rien. Un cours d'algorithmique, ça peut se faire même papier et crayon, savoir raisonner, savoir programmer. On n'a pas besoin d'ordinateur pour ça, il ne faut pas passer des heures devant Amazon, Google, je ne sais rien, etc. Et donc, rassurez-vous, moi le cours que je propose, moi je suis même pour la disparition, enfin, moi, je sais très bien qu'un prof d'histoire montre des choses sur les écrans, etc. Je ne vois pas du tout l'utilité aujourd'hui que les gosses soient devant des tablettes à longueur de cours, y compris et même a fortiori pour les cours d'informatique qui peuvent se faire très très bien, le raisonnement algorithmique, la logique, etc. Ça ne nécessite pas de passer des heures devant l'écran. À certains moments, c'est pas mal de voir son programme s'exécuter à l'écran, mais vraiment, je vous dis, moi je suis pour une minimisation de la présence, en tout cas certainement pas la présence que nos gouverneurs, de manière très fière, nous infligent en chargeant les écoles de tablettes et d'autres PC. Je voulais peut-être reprendre un petit peu la parole et vous reposer des questions sur le cœur de notre sujet et voir pour chacun d'entre vous quels sont les sujets en intelligence artificielle qui vous passionnent le plus à l'heure actuelle, sur lesquels vous travaillez le plus. J'avais une question pour Damien aussi. Quand on parle de transition énergétique, qui est vraiment notre problème, et puis de la décentralisation de ces réseaux énergétiques, de façon à pouvoir utiliser des énergies renouvelables, j'imagine que quand vous concevez des systèmes, il y a un moment où vous devez quand même arriver à l'auditer, à comprendre sa fiabilité avant de lui donner les commandes du réseau électrique. Comment on fait face à un processus qui apprend lui-même et qui n'a pas été programmé quelque part complètement par l'homme? Voilà, donc je voulais un peu voir si, pour réatterrir un petit peu dans notre domaine, quels sont vos domaines qui vous importent le plus, et puis là-dedans, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire quand même d'actionnable dans notre Belgique pour s'en sortir et pour développer économiquement nos affaires face à ces nouvelles technologies inévitables quelque part. Oui. Nous, au niveau de l'intelligence artificielle, donc, il faut distinguer deux choses. Une intelligence artificielle qui apprend sur le système réel, ou bien vous lui faites apprendre quelque chose en environnement de simulation, et c'est quelque chose qui a appris, cette manière de se comporter qui a appris, et par la suite implémenté sur le système réel. Dans un réseau électrique, c'est impossible de faire de l'apprentissage sur un système réel, hein, ça c'est impensable. Donc c'est quand même souvent ce genre de choses-là qui s'est fait, c'est appris dans un environnement de simulation, et puis ce comportement en fait est implémenté sur le système réel. Maintenant dans un réseau électrique, les constantes de temps pour y mettre des nouveaux algorithmes sont terriblement élevées, hein, c'est des systèmes très très statiques. Enfin, pas si statique que ça maintenant en termes des choses nouvelles choses qui sont connectées au système. On met beaucoup de nouveaux trucs, hein, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des batteries, mais vraiment dans le cœur algorithmique en fait de ce système-là,
ça bouge assez lentement. Ça devrait bouger sans doute plus vite. Mais encore une fois, une compagnie, c'est pas un objet, c'est un côté humain. Et ce sont des compagnies qui se retrouvent maintenant avec des défis en termes algorithmiques, de prise de décision, qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont un peu difficile aussi à adopter ces nouvelles technologies ou à mettre en place ces dispositifs de contrôle très avancés. Pour ma part, il y a deux sujets. Enfin, le laboratoire est un peu gros, donc il y a une cinquantaine de chercheurs. Je ne maîtrise pas tout ce qui s'y fait, mais il y a deux sujets, moi, que j'essaie de suivre. Bon, on en a déjà parlé, il y a tout ce qui est big data, c'est-à-dire on investit beaucoup dans le domaine de la médecine. Par exemple, en génomique, je vais parler de compagnie, enfin, donc, tout ce qui est l'algorithmique de prédiction, de survie, de traitement, etc. Donc on fait beaucoup de médecine, de big data, mais pas que de médecine aussi, de tout ce qui est, je dirais, en problématique économique aussi, on aide beaucoup de gens. Ça c'est une première chose, mais ça c'est classique. Hein, mais peut-être plus pointu, plus intéressant, on s'est spécialisé dans mon laboratoire en tout ce qui est algorithme distribué, y compris robotique distribuée. Si vous voulez, vous allez sur YouTube, vous tapez Iridia, qui est le nom du labo, vous allez voir pas mal de vidéos. Et donc en fait on conçoit des armées, des armées au sens figuré plus que propre, donc des armées de robots qui sont simples, qui sont très simples, qui vont être délibérément simples, mais qui collectivement font des choses extrêmement intéressantes. Et donc en fait moi je défends de plus en plus l'idée que pour s'attaquer à des problèmes complexes, il n'est pas nécessaire d'avoir des machines très complexes, il faut avoir un ensemble de machines qui peuvent être très simples, comme des insectes, et qui collectivement font des choses extrêmement intéressantes. Pour autant qu'on les loge un peu, vous savez qu'on parle beaucoup des objets connectés, donc il y a toute une nouvelle informatique qui va être beaucoup plus distribuée, dont ces objets seront ils auront une algorithme très simple, ils auront des processeurs très simples, ils ne doivent pas forcément être des machines super puissantes, mais ce qui va les enrichir, c'est la collaboration, la manière dont elles collaborent, etc. Et donc l'idée c'est que, je sais pas, des millions de petits robots très simples peuvent faire des choses extraordinaires, et on est en train d'essayer de programmer ça. Et c'est très difficile de programmer ça parce qu'on a quand même le réflexe de se dire, bon, quand quelque chose est complexe, si on veut le maîtriser, il faut un algorithme très complexe. Or, les réseaux de neurones sont là pour vous le prouver, même quand vous avez des petites entités très très simples et que vous les assemblez, et que en plus, si vous leur greffez un système d'adaptation et d'apprentissage, elles peuvent faire des choses extraordinairement complexes. Mais ça, quand même, ça facilite, si vous voulez, le travail de l'ingénieur. Si l'ingénieur met en place des petites entités, puis c'est vrai qu'il les laisse, bon, mais il ne perd pas le contrôle, hein, mais enfin, jusqu'à un certain point, il les laisse découvrir par eux-mêmes les solutions. On fait beaucoup ça, les algorithmes décentralisés, etc. Donc, je répète, un des exemples qui, moi, me fascine, c'est pas vraiment l'intelligence artificielle, et encore, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, c'est le Bitcoin, qui est une économie totalement décentralisée. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de choses comme ça, parce que le réseau est là. Les ordinateurs sont là, les informaticiens sont là, pour autant qu'ils acceptent de collaborer, mais ça c'est un peu la tendance. Hein. Vous savez que maintenant quand on programme, on met tout sur GitHub, c'est peut-être pas ça, les informaticiens on connaît ça très bien, mais dès que vous faites un programme, maintenant vous le mettez sur une espèce de répertoire auquel tout le monde a accès. Donc le travail, et moi je vois tous mes chercheurs maintenant, je les oblige à le faire, mais ils le font, le travail est essentiellement collaboratif. Et donc cette idée d'avoir un maximum de programmeurs et de programmes qui ne font pas forcément des choses très complexes, mais qui les font ensemble et qui arrivent à faire à ce moment-là, ça c'est une idée qui me motive beaucoup dans le champ de l'intelligence collective, c'est une idée qui motive beaucoup nos travaux. Avez-vous encore des questions? Et on va tout doucement clôturer. Je voulais revenir sur un message que vous avez donné et que je pense on peut ramener chez nous et en faire quelque chose de concret vers nos enfants, vers nos petits-enfants. C'est attirer les jeunes vers l'étude de l'informatique, pas vers l'utilisation, hein, comme ça arrive, comme c'est le cas maintenant avec les 6 heures par jour passées par nos enfants, moyennement avec l'ordinateur, c'est pas ça, on ne parle pas de ça, on parle de l'habilité de construire les arbres au lieu de les utiliser. Et donc attirer, vous avez dit, créer une armée d'informaticiens, d'ingénieurs. Bon, moi je voudrais dire que ce n'est pas nécessaire que tout le monde se mette à étudier informatique ou ingénierie, mais quoi qu'on fasse, quoi qu'on étude, on doit intégrer dans ces études des connaissances d'informatique. Donc, surtout, c'est le mélange qui est intéressant. Le mélange de la biologie et de l'informatique, de l'architecture et de l'informatique, de la chimie et de l'informatique. Et c'est ça qui nous permettra de tirer
il est mieux donc de viser les opportunités offertes par la révolution digitale et pas seulement disons, avoir peur des craintes, enfin, développer des craintes. C'est ça. Tout à fait d'accord. Et je ne comprends pas, chaque fois que j'en parle, tout le monde est d'accord. Et ça fait pourtant 30 ans que tout le monde est d'accord, et qu'il n'y a pas moyen de faire bouger le mammouth de la communauté française. Alors il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans des écoles, avec des profs qui prennent délibérément l'initiative, mais pour avoir débattu avec le cabinet de Milquet, avec la première chose qu'on me dit, vous savez, c'est me dire, ok, vous mettez un cours d'informatique, ils ne savent toujours pas ce que c'est, mais ok, vous mettez un cours d'informatique dans les écoles, qu'est-ce que vous enlevez? J'ai eu le malheur un jour de dire, parce qu'un journaliste m'avait interviewé, j'ai eu le malheur du jour, je sais pas, une heure d'histoire, une heure de géo. Le soir, a fait une grande page, le professeur Bessini suggère qu'on supprime l'histoire et la géographie de l'école. Je veux dire que j'ai eu le point vert sur mes mails de professeur d'histoire géo en disant, en plus un académicien qui dit des conneries pareilles. Donc, de rire à supprimer. Voilà, il y a un de rien. Et donc, je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas une évidence pour nos politiques de mettre un cours d'algorithmique. Et je répète, un cours d'algorithmique. Hein. Au niveau du programme de mathématiques, en fait, c'est le programme de mathématiques qui doit être changé, voir un peu les maths autrement, pour y mettre un peu plus d'algorithmique. Pour moi, c'est une nouvelle science qui a apparu, au même titre que la biologie, la chimie, la physique, et elle a le droit d'avoir sa place. Maintenant, même pour quelqu'un qui ne devient pas informaticien plus tard, savoir un peu coder dans un langage comme du Python, des choses comme ça, je pense que ça peut l'aider énormément dans son boulot de tous les jours. À la fois pour structurer sa pensée, et aussi à un moment donné pour avoir un outil pour pouvoir très facilement implémenter, enfin traiter des tâches qui ont un aspect répétitif. Et aujourd'hui, il y a des petits ordinateurs comme les Raspberry. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça les gosses en raffolent parce que c'est vraiment presque un jouet. Donc c'est le processeur, mais dénudé, hein, il n'y a pas besoin d'avoir ni clavier, ni écran, etc. Vous pouvez simplement mettre quelques câbles, si vous avez un vieux clavier, un vieil écran, vous pouvez programmer en Python, vous avez un Linux, et en fait en Angleterre, ils équipent tous les enfants avec ça, ils leur donnent, ça coûte rien, hein, je crois que ça coûte 20 €, encore ça va diminuer, et c'est marrant parce que vous voyez, parce que ce qui est intéressant c'est que vous voyez aussi que cette machine-là, c'est pas grand-chose, c'est cette petite carte imprimée là, et vous branchez 2 ou 3 câbles, et vous branchez un vieux clavier, vous vous mettez à programmer, à faire des jeux, etc. Et donc il y a déjà tout un environnement pédagogique qui existe, on n'a même pas réinventé, il y a des milliers de langages qui sont, même aux enfants qui ne savent pas lire, parce que les langages de programmation généralement réclament mais il y a maintenant, il y a un langage de programmation qui s'appelle Scratch, moi j'ai enseigné à mon petit garçon Scratch, c'est simplement des blocs, et c'est très ludique, mais le problème quand ils ont 6 ou 7 ans et qu'ils commencent à savoir faire bouger un petit personnage en mettant ensemble les blocs, ils comprennent l'algorithmique, ils comprennent ce que c'est qu'une boucle, et ça y est, ils sont lancés, et ils s'amusent beaucoup plus que, ou autant en tout cas, que sur pas mal de jeux, et là vraiment leur cerveau ça fonctionne. Hein. Donc il faudrait que ça soit obligatoire. Avant de nous quitter, je voudrais quand même mentionner un petit peu de bibliographie, notamment du professeur Versini, qui a fait des choses, je trouve, très très amusantes. Donc en marge de bouquins de vulgarisation, comme celui-ci qu'il avait écrit en 2006, de l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle, là il a écrit, et je trouve que la démarche est vraiment très amusante, des nouvelles de bouquins. Excusez-moi. Il y a le dernier Fado de l'Android, et puis le Tamagotchi de Madame Yen, qui sont des livres qui probablement abordent pas mal des questions d'une façon un peu imagée dont on a discuté aujourd'hui. Donc je pense que c'était très très intéressant. Alors il y a aussi une vidéo qui m'a vraiment intéressé. Je vous conseille vraiment d'aller sur YouTube. Il y a une vidéo qui est une vidéo de l'Académie des sciences de Belgique, une interview de 45 minutes qui est vraiment passionnante et qui reprend en fait son dernier bouquin. Et je vais essayer de ne pas l'écorner, c'est quand l'informatique réinvente la sociologie. Donc, oui, on a parlé de problèmes et de défis, mais aussi ces puissances de calcul nous permettent aussi
de mieux peut-être comprendre aussi nos comportements humains et la société. Donc il n'y a peut-être pas que du négatif. Et voilà, je pense qu'il y a des champs très larges à pouvoir aborder. Alors, j'ai 2 bouteilles de vin que je dois absolument ne pas oublier de vous remettre, pour vous remercier. Voilà. Et je voulais alors, avant qu'on ait peut-être un dernier drink ensemble, vous rappeler peut-être 2 dates de notre petit groupe, encore Val-du-Chesse ou Sainte-Anne. Dans 15 jours, nous allons organiser une conférence sur le Brexit, qui risque d'être assez intéressante, voir ce que nos amis anglais vont faire. On aura alors M. Stephen Fiedler, qui est l'éditorialiste du Wall Street Journal à Bruxelles, qui est anglais, qui pour une revue américaine, enfin, un journal américain. Et je pense qu'il aura un point de vue très très intéressant de ce point de vue-là. Nous organisons aussi en septembre un débat sur les élections US. Nous venons d'avoir la confirmation des participants. Ça va être aussi assez intéressant. Et je crois que suivez bien le programme que vous voyez sur Internet des activités du Sainte-Anne. Il y a pas mal de choses intéressantes à venir dans les semaines à venir. Voilà, merci beaucoup.